Vous vous souvenez de l'époque où à l'école nous avons appris que les députés étaient les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ? Nous avons aussi appris qu'ils participent à l'élaboration et à la rédaction des propositions de loi. Entre autres, bien sûr, parce qu'ils ont plusieurs missions. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on devenait député ? Je veux dire, est-ce par vocation, par obligation, par suivisme ou par intérêt ? Par ailleurs, les propositions de loi que font les députés, d'où sortent-elles ? Qu'est-ce qui les inspire ? Voici les questionnements qui taraudaient mon esprit lorsque j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à cette catégorie de compatriotes. Les débats, avis et discussions vont bon train dans nos quartiers à leur sujet. Les députés sont présentés comme des personnes qui ne représentent que leur propre intérêt, alors qu'ils devraient aider les populations. Qu'entend-on par aider les populations ? Est-ce leur rôle de construire des écoles, des dispensaires, de payer des frais médicaux ? Au final, est-ce aussi évident et simple d'être un député au Gabon ? Notre invité du jour nous embarque dans l'univers de cette fonction, que nous voyons bien trop souvent de très loin et qui parfois n'est pas jugée à sa juste valeur. Bienvenue dans Ce n'est pas toujours si évident. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Vous étiez près de 1000 à écouter le premier épisode sur Instagram et sur Facebook, sans compter ceux qui étaient connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine en direct. Et je vous en remercie. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, vos propositions et vos suggestions. Comme je l'ai dit la première fois, on va le construire ensemble, ce podcast. Et donc, j'apprécie déjà grandement l'enthousiasme dont vous faites montre et puis toute la motivation et les good vibes que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Donc, pour ce nouvel épisode, je vais vous emmener dans un autre domaine. Cette fois-ci, je vous emmène dans un autre lieu. Je vous emmène en plein cœur de l'Assemblée nationale. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'Assemblée nationale. On est quelque part dans Akanda, dans un très beau petit restaurant que vous allez découvrir bientôt. Et on va à la rencontre d'une personnalité inspirante, motivante et dynamique. C'est un honorable, l'honorable Alexandre Awassi. Alors, l'honorable Alexandre Awassi est un homme politique gabonais, député du siège unique du 2e arrondissement de Mouanda, la ville dans laquelle j'ai grandi. Il est aussi le président de l'association Osons Ensemble, qui agit de manière active dans la ville de Mouanda. Il est en couple et père de 3 enfants. Voilà. Donc, avec lui, nous verrons que ce n'est pas toujours si évident d'être député. Honorable Awassi, bonjour. Gina, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi ce jour. Merci. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Alors, je sais que la période est vraiment très compliquée. On sort d'un deuil national et on ne peut pas enregistrer ce podcast sans pour autant envoyer toutes nos pensées aux familles des personnes qui ont été rescapées du naufrage du Esther Miracle du 9 mars dernier. À la fois les survivants, parce qu'ils sont encore très traumatisés, mais aussi toutes ces personnes qui ont déjà identifié le corps de leurs parents et une grosse pensée pour toutes celles qui n'ont pas encore vu le corps de leurs parents. Honorable député, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Événement tragique, difficile à accepter, difficile à comprendre d'ailleurs. Au réveil, l'apprendre, ça a été un choc, ça a été épouvantable et jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer les scénarios. On a surtout du mal à comprendre que certains décors ne soient pas toujours retrouvés. En même temps, ça nous confond entre l'espoir de toujours les retrouver en vie et l'envie de pouvoir les sortir de ces eaux pour leur donner une inhumation digne de ce nom. Si vous êtes d'une manière ou d'une autre touché ou impliqué par ce drame, nous vous envoyons tout notre amour et beaucoup de courage. Tous les Gabonais sont derrière vous. Alors, honorable Awassi, on va rentrer en plein cœur de notre conversation aujourd'hui.
Et je me souviens que lorsque vous aviez remporté votre siège de député à l'Assemblée nationale, c'était en fait une véritable surprise. Tout le monde se demandait, mais qui est cet indépendant qui vient gagner? Mais d'où est-ce qu'il sort? Et c'est pour ça que ma première question, c'est de savoir qui est l'honorable Alexandre Awassi? Qui êtes-vous? C'est vrai que parti de nulle part et puis pour une première expérience politique, nous avions proposé notre candidature et elle a été validée par les nôtres à la surprise générale, mais lorsque l'on croit en ses rêves, il n'y a rien en réalité comme obstacle pour nous empêcher de les concrétiser. Je suis Alexandre Awassi, comme vous l'avez dit, je suis le député du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, un siège unique. J'ai étudié en Afrique du Sud, ça c'est le dernier pays dans lequel j'ai été pour mes études, mais sinon au passage j'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Ghana. Le voyage éduque la jeunesse, comme le disent les plus grands, les sages, les penseurs. C'est dans ces pays que je me suis forgé sur le plan éducatif, mais surtout sur la vie de façon générale. Je suis originaire parce que lorsque l'on vous demande qui vous êtes dans notre pays, dans notre culture bantoue, c'est de dire d'où vous venez. Je suis originaire des villages d'Akieni. Je suis un descendant des clans Mbouyi. J'ai grandi à Mwanda et c'est désormais là où j'officie en tant que parlementaire. D'accord. De façon succincte, voilà ce que je suis. Alors, lorsque vous êtes arrivé, avant qu'on arrive bien entendu à cette campagne que vous avez menée, qui vous a conduit à l'Assemblée nationale, vous étiez à la tête, et on l'a dit dans l'intro, vous étiez à la tête d'un mouvement que vous avez intitulé « Osons ensemble ». C'était quoi l'histoire d'Osons ensemble? C'était un mouvement fort, hein? C'était comme quand Barack Obama il avait dit « Yes, we can ». C'était à peu près la même chose. Enfin, on ne peut pas sur les termes, mais c'était aussi puissant que Yes Weekend. Ah oui, nous sommes partis de rien et d'une envie de changement, d'une envie de proposer quelque chose d'autre. Et je savais au fond de moi, je disais à toute l'équipe, à tous mes collaborateurs que ça peut paraître impossible parce qu'on nous laisse croire que nous n'y arriverons pas, mais il faut au moins oser le faire. C'est cela la première victoire. La victoire, ce n'est pas de remporter l'élection en soi, mais c'est de se proposer, de dire que nous sommes une force de proposition dans tout ce qui est affaires politiques, dans tout ce qui est édification de notre nation. C'est pour ça que nous sommes partis de ce slogan. Au réveil, comme ça, sans trop de réflexion, nous nous sommes dit on va oser ensemble. Et c'est resté... Il y a de jeunes qui se demandent au Gabon comment on fait pour devenir député. On va arriver, mais tout à l'heure, au moment où vous êtes en train de parler, vous n'arrêtez pas de dire « nous avons pensé, nous sommes dit ». Qui était autour de vous au moment où vous réfléchissiez à cette possibilité d'être député? Il y avait des jeunes, il y avait des amis, il y avait... J'avais tout le monde, des amis d'enfance, des amis de l'université, des amis avec qui j'ai été en Afrique du Sud. Il y avait quelques membres de ma famille, il y avait des amis du quartier parce que j'habitais, lorsque je proposais ma candidature, j'habitais dans le 5e arrondissement de Libreville, à Mindoubé en particulier. Il y avait tous ces jeunes avec qui nous avions décidé d'avoir ce rêve commun. Alors, au Gabon, l'opinion publique pense que lorsque l'on s'engage en politique, c'est pour l'argent, pour les honneurs, pour le pouvoir. Étaient vos motivations à ce moment précis? Et surtout, quel était l'objectif poursuivi lorsque vous avez d'abord créé le mouvement Osons ensemble et que vous briguiez ce siège à l'Assemblée nationale? C'était pour quel objectif? Je vais vous répondre tout de suite, mais je voudrais vous dire qu'avant d'être député, l'équilibre de mes économies était plus satisfaisant que maintenant. C'est pour vous dire que ce n'est pas en réalité pour de l'argent que j'ai d'abord postulé à cette fonction, non. Vous parliez de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas l'homme que je suis qui le fait. Le pouvoir, ce sont les populations qui vous le donnent. Pour l'avoir, il faut travailler.
comme le souhaitent nos populations. C'est ainsi qu'elles vous renvoient l'ascenseur, donc ce pouvoir. Donc on ne peut pas postuler à une fonction de député en espérant avoir le pouvoir. C'est par la qualité de notre travail qu'on a le pouvoir que nous confèrent nos populations. L'argent, il y a certainement des avantages, mais je venais de vous dire, lorsqu'on est député, en réalité, le peu d'argent qu'on accumule, on le partage avec tous. Parce que pour nos populations, c'est ainsi qu'est faite cette fonction. On leur doit tout, c'est peut-être légitime, on leur doit tout. Le peu de finances que j'ai, le peu d'économie que j'ai, avec toute la bonté nécessaire, je le réinvestis dans tout ce qui est social. La fonction que j'ai aujourd'hui fait que je suis exposé à toutes les difficultés que connaissent nos populations. On a un problème avec son ordonnance, on va appeler le député. On a un problème avec la rentrée scolaire, on va appeler le député. On a un problème de deuil, on va appeler le député. On a un problème... Enfin, au quotidien, ma vie est faite de ça, de consultations et de sollicitations diverses. Donc, peut-être qu'il y en a qui pensent que ça apporte beaucoup d'argent, que d'être député. Les salaires de députés sont inscrits dans la loi de finances, c'est 1,6 million. Je suis député dans une ville comme Mwanda, où il y a des cadres de Comilogue, par exemple, des ingénieurs, qui sont 3 fois, 4 fois, 5 fois mieux payés que le parlementaire que je suis. Donc, ce n'est pas fondamentalement pour de l'argent. J'ai été inspiré par une volonté, celle de vouloir proposer quelque chose de différent, celle de vouloir apporter un plus, celle de vouloir faire la politique autrement. C'est ce qui m'a d'abord inspiré. J'ai été inspiré du fait d'une proximité avec les hommes politiques parce que j'ai grandi dans un environnement très politisé. Mes grands-pères faisaient beaucoup de politique, mais nous déconseillaient à nous d'en faire. Oui, ils le disent toujours. Voilà. Et au fur et à mesure, dès que je rentre de l'Afrique du Sud, ma première expérience dans le domaine de la communication était par exemple liée à l'activité politique. Donc, j'ai travaillé énormément durant la campagne 2016 du candidat Ali Bongo. Et ça m'a permis de comprendre, de voir certaines choses, étant en contact avec la majorité des hommes politiques de ce pays. Puis en 2018, j'ai une nomination au Palais et là encore, le même contact se répète. Je profite de cette expérience qui me donne beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et en même temps me révolte parce que je voyais de malfaçons dans certaines manières de faire de nos hommes politiques et je me disais que mais s'ils sont à mesure de le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Et si je peux constater des carences, c'est qu'en réalité je suis capable également de les combler. Donc, partant de ces expériences, j'ai mûri l'envie de vouloir me prononcer avec moi d'autres. Donc, c'est là toute la réalité. Ce n'est pas pour de l'argent, non. Quiconque voudrait s'initier en politique pour avoir de l'argent, je pense qu'il se casserait la tête. Comme vous pouvez le constater, je suis investi dans l'entrepreneuriat. Parce que je n'ai pas d'autre choix, parce qu'il me faut d'autres ressources. Les sollicitations sont tellement importantes que les seuls revenus de l'Assemblée nationale ne peuvent pas suffire à pouvoir combler les besoins de... Et vous n'allez certainement pas aller vous corrompre dans des business douteux. Ah non, certainement pas. Je reste droit dans mes bottes. J'ai reçu une éducation et c'est celle qui guide chacun de mes pas dans l'exercice de mes fonctions. Tout ce qui vous rend spécial, justement, et particulier pour les populations de Mwanda et bien entendu pour les personnes qui nous écoutent. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument que vous soyez présents dans ce podcast. Alors, cher honorable, vous faites la campagne, vous remportez votre siège, vous êtes à l'Assemblée nationale et puis là, vous ne passez pas inaperçu parce que, voilà, vous mettez en place des choses qui font en sorte que vous soyez partout dans les médias. Je pense notamment à une actualité que vous avez faite qui a vraiment créer beaucoup de remous. C'était la proposition de loi qui était destinée à élargir au milieu scolaire la loi 2016 sur le harcèlement en milieu professionnel. Et ce qui me venait à l'esprit, mais on parle de harcèlement sexuel depuis des années au Gabon. Je sais que
quand je faisais le programme Le Petit Clin d'œil civique sur la radio Urban FM, c'était une de mes thématiques, mais je ne comprenais pas comment des décennies et des décennies plus tard, notre Gabon était encore sur cette problématique-là et on avait l'impression qu'en fait, elle n'intéressait personne. Pourtant, on lui avait même donné un nom dans les établissements scolaires, les MST, moyennes sexuellement transmissibles. Mais c'est pas quelque chose qui avait ému plus que ça des personnes qui avaient le pouvoir de changer quelque chose. Je parle aussi bien de la société civile que des politiques. Il y a eu quelques actions, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment eu des actions fortes visant à faire disparaître le phénomène, jusqu'à ce que vous arriviez et que vous portiez ce plaidoyer, si je peux le dire comme ça, devant l'Assemblée nationale. Alors pourquoi vous ? Pourquoi ce moment ? Pourquoi cette thématique ? Gina, chacun de nous, dans l'exercice de nos fonctions, nous agissons en fonction de nos expériences et de notre vécu. En grandissant, en allant au lycée, mais même à l'université, les faits de harcèlement m'ont tout de même traumatisé. Je veux partir de cette expérience pour vous dire pourquoi je l'ai initiée. J'étais en classe de 4e, et il y avait une jeune fille amoureuse de moi. Et de cette jeune fille, un professeur également était amoureux d'elle. Nous sommes rentrés en conflit. Sans pourtant désirer cette fille, nous sommes rentrés en conflit. Malheureusement pour moi, le professeur... Vous étiez l'œuf, parce que dans les établissements, ils ont cette allégorie, l'œuf et le caillou. Voilà. Quand le caillou tombe sur l'œuf, l'œuf se casse. Si l'œuf tombe sur le caillou, l'œuf se casse toujours. Se casse toujours, c'est exactement ça. Malheureusement pour moi, la fille de cet enseignant était également amoureuse de moi. Mais je n'avais pas Dieu pour elle. Honorable, vous êtes un tombeur. Hein? C'est pas l'intention. Je ne voulais pas dévoiler ce côté-là. Mais le professeur était ami à 3 autres professeurs, celui de géologie, celui qui enseignait la géologie enseignait la géographie. Il y avait le professeur de mathématiques et lui, il était professeur d'histoire-géographie. Et pendant un moment, pendant presque un trimestre, je n'avais pas accès à tous ces cours-là. Parce qu'ils avaient décidé de me faire la peau. Revoyons la scène, je me suis dit, j'aurais pu bousiller ma vie. Je ne vous le cache pas, moi je suis la pire personne que vous connaîtrez, par exemple en mathématiques. Vous ratez des cours en mathématiques pendant plusieurs trimestres, pendant un trimestre entier, je peux vous rassurer que... c'est fini. Que c'est fini. Le rattraper après, vous avez raté tout ce qui est fraction, tout ce qui est... Le rattraper après, c'est pas toujours évident. Et ce n'est que jusqu'en classe de terminale où j'ai essayé de me bonifier en mathématiques parce qu'il y avait le bac et il y avait des mathématiques qui n'ont rien à voir avec tout le reste. Donc, la probabilité, par exemple, qui m'était servie et j'avais la chance de pouvoir me rattraper. Je sais même pas par miracle, j'ai eu 10 au bac. Donc, partant de là, je me suis dit, on ne peut pas permettre de bousiller la vie de quelqu'un aussi... Pour une affaire aussi absurde. Pour une affaire aussi absurde. Au lycée, il était normal pour nous de dire « ça, c'est la petite de tel professeur ». On le disait avec fierté, on en rigolait même. Il était normal de savoir que la moindre de la classe avait la moyenne au motif d'une relation entretenue avec une autre. Plus récemment, là, il y a 2 ans, je pense, vous avez écouté des notes vocales balancées par des étudiants, des élèves qui se plaignaient d'une relation, qui se faisaient harceler par leur professeur, qui promettait à cette jeune fille de vivre les calvaires en lui octroyant des notes inférieures à ses travaux. Il y a une autre, je pense que c'est au CS Henri Basset de Mounana, mes condoléances à la famille, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la blessure, où au motif d'une relation avortée avec son enseignant, des moqueries entretenues par ses camarades de classe se seraient donné la mort. Partant de là, je me suis dit, j'ai raison de penser à cette proposition de loi. Dieu faisant les choses, aujourd'hui je suis père. Au nombre de mes enfants, j'ai une fille. Est-ce que je souhaiterais que cela arrive à ma fille? Certainement pas. En tant que père, je ne voudrais pas que ce soit un homme aussi mûr que moi
qui soit celui qui partage les rêves de ma fille. Je ne prédis pas l'avenir, mais je ne pense pas que ce soit le schéma idéal pour chacun de nos enfants. Encore que c'est des enfants. C'est des enfants. Ils n'ont pas la majorité. Quand on est au collège, on n'a même pas 18 ans. Voilà. Et c'est des adultes, ces professeurs. Donc, il y a même comme détournement de mineurs. Bien sûr, mais bien entendu. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé vexé, parce que j'ai des amis qui sont enseignants, des condisciples de classe qui sont enseignants, et je le leur dis souvent. Je leur dis que, est-ce que vous accepteriez qu'un de vos collègues sorte avec une de vos filles qui est au lycée, qu'il ne sorte pas avec elle au motif de l'aimer, non, mais qu'il utilise son pouvoir d'enseignant, son pouvoir d'éducateur pour refaire ou précipiter son éducation sexuelle. Ils me disent bien évidemment non, ils ne seraient pas contents que ça se fasse. Et je le leur dis toujours, c'est pour ça qu'il vous appartient de combattre ce fléau. Nombreux d'entre vous se laissent aller trop vite dans de telles façons de faire. Et ils sont surtout passifs. Il y en a qui ne le font pas. Je connais des professeurs qui ne le font pas, mais qui malheureusement sont passifs. Ils voient leurs collègues faire, mais ils ne disent rien. Donc ils se rendent coupables en fait de. Mais bien sûr, mais c'est comme complicité, de non-assistance en jeune en danger. C'est comme je vous le disais, Gina. Au collège, il m'arrivait, nous, on savait que telle fille était la copine de tel enseignant. Et les enseignants savaient que telle petite fille dans le lycée est la copine de tel collègue. Mais ça ne dérangeait personne, c'était sans émotion aucune. Pour moi, on avait normalisé cette situation, chose qui ne devrait pas exister. On n'a pas le pouvoir de contrôler nos sentiments, l'amour. Mais lorsqu'on est dans un cadre éducationnel, on se doit impérativement d'avoir de la retenue. Et il n'est pas, pour moi, ici dit qu'il faut porter un jugement contre les enseignants. Il y a effectivement aussi des élèves qui harcèlent leurs enseignants, mais ça peut rester compréhensible que ce soit un innocent qui le fasse, pas quelqu'un de mature qui continuellement répète cette façon de faire. Alors concrètement, qu'est-ce qui était contenu, qu'est-ce que prévoyait cette proposition de loi en quelques mots? Qu'est-ce que ça prévoyait? Qu'est-ce que ça change du coup dans la vie des jeunes filles à l'école désormais? Enfin même des jeunes garçons aussi, ils sont pas à l'abri. Bon, nous avons essayé de renforcer les mécanismes existants. Il faut dire que le harcèlement, ce n'est pas que le harcèlement sexuel dont nous traitons dans le texte que nous avons proposé, actuellement encore en traitement au Sénat. Nous sommes en train d'attendre d'être auditionnés ou que le texte soit voté enfin au Sénat. Mais on ne va pas aller plus vite que la musique. Voilà. Donc, nous invitons les établissements à sévir et justement, nous proposons des sanctions contre tous ceux qui sont au courant de ce qui se faisait. Nous imposons aux établissements de l'inscrire désormais dans les règlements intérieurs et de faire connaître les règlements intérieurs de chacun des établissements. Nous imposons surtout aux établissements et aux ministères compétents de faire de la promotion de ce manuel, de cette loi au sein de nos établissements. Parce que, Gina, le comble dans notre pays, c'est que nous disposons d'un arsenal juridique important, mais de très peu de moyens mis en œuvre pour l'application de ces lois. Il nous faut impérativement activer nos lois parce qu'elles sont longtemps mises en berne, parce que on a voté la loi et puis on l'a rangée dans le placard. Vous voyez, le harcèlement au milieu professionnel est sanctionné, mais combien de grands patrons ou de chefs d'entreprise avez-vous entendu être poursuivis en justice? Zéro. Donc, il faut que nous activons nos lois. Il faut que les victimes sachent qu'il est désormais temps pour elles de se prononcer. Oui, elles ont peur des réprimandes, elles ont peur des représailles des plus grands, mais il faut cette audace, comme on le dit, il faut oser le faire. Tant qu'elles sont muettes, il n'y a aucune preuve de ce que ça se fait.
Il faut qu'elles sortent leurs gants, il faut qu'elles sortent de leur confort, il faut qu'elles sortent de ces coins obscurs dans lesquels elles se plongent parce que c'est destructeur. On grandit avec cette haine, on grandit avec cette malfaçon en soi. Et lorsque l'on se traumatise et lorsque l'on se retrouve dans la société, on paraît être une mauvaise personne au motif de l'accumulation de cet art entretenu toutes ces années durant. Donc, il faut que les victimes nous aident à activer la loi. Il faut qu'elles se prononcent. L'une des difficultés que j'avais avec cette loi, d'ailleurs, Gina, c'est la preuve du harcèlement. C'est comment prouver, parce que le harcèlement, très souvent, il est verbal. C'est comment prouver qu'il y ait effectivement harcèlement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons étendu le champ au cyberharcèlement, qui est encore plus visible parce qu'il est généralement fait au moyen de textes, de messagerie ou vidéo. Donc là-bas encore, on a beaucoup plus de preuves que celui verbal simplement. Et c'est aussi très important, honorable, que l'on en parle parce que je pense que c'est décisif pour notre nation que les populations s'intéressent un petit peu plus à, vous savez, lorsqu'on a le journal et on a ces grands textes écrits, propositions de loi à l'Assemblée, les gens, ils lisent jamais ça. Ou alors, on a un conseil de ministres et puis on a tout ce texte qui arrive juste avant. Ensuite, le conseil des ministres entériné les mesures individuelles suivantes. C'est ce qui intéresse le plus. Pourtant, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est très important parce qu'une fois que l'on sait que la loi existe, on n'a plus de raison, en fait, de se cacher. Ou alors, on a très peur maintenant de commettre l'infraction. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, d'ailleurs, avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et donc, j'étais à l'Assemblée nationale où j'ai pu assister à ma première présentation d'une proposition de loi. Donc, c'était vous qui présentiez la proposition de loi à vos collègues députés. C'était une première pour moi et c'est une expérience que j'ai vraiment adorée. Merci beaucoup de m'avoir fait ce cadeau. Et cette proposition de loi, c'était sur les travailleurs domestiques cette fois-ci. Alors vous êtes vraiment le député de ce que j'ai entendu quand je disais que je venais... vous étiez mon second invité dans ce podcast. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ben, voilà un député qui n'est pas à l'Assemblée nationale pour dormir. » Vous n'êtes vraiment pas le député qui est à l'Assemblée nationale pour dormir. Et là, vous nous apportez une autre proposition de loi, cette fois-ci, sur les travailleurs domestiques. Quelle était la quintessence de ce que vous êtes en mesure de dire sur cette proposition de loi? Et surtout, on demande toujours l'origine. D'où vous est venue cette idée? En grandissant, on m'a toujours dit que la loi, c'est pour les plus forts. Et j'ai grandi dans un milieu assez difficile, contrairement aux apparences présentes où tout le monde pense que j'ai grandi avec une cuillère en or. Non, j'ai connu des conditions extrêmes. Nous étions à 15. J'ai connu les employés de maison. De Mwanda, d'où je viens, la plupart des dames de ménage, c'est des compatriotes. La plupart des nounous à nos enfants, c'est des Gabonaises. Je connais la dure réalité de ce personnel de maison. Et il n'est pas normal que cette frange de notre société importante soit autant marginalisée. J'ai été un tout petit peu stupéfait de la qualité des travaux sur le Code du travail qui ne mentionnait qu'à peine les travailleurs de maison. Et là aussi, partant de ce postulat, je me suis dit qu'il y avait matière à redorer toutes ces femmes et hommes qui œuvrent à améliorer la condition de vie des Gabonais et des Gabonaises. Ça va être dur de le dire, mais sans xénophobie aucune. Vous savez, c'est une question de préservation de nos cultures. C'est un tout petit peu sidérant de constater, venant à Libreville, de constater que la plupart des nounous pour nos enfants, du personnel de maison, soient d'origine étrangère. C'est très courant et c'est même plébiscité d'ailleurs. Voilà. Donc, au-delà de l'aspect culturel, il y a un aspect sécuritaire. Combien de ménages ont été victimes des agissements de leur personnel de maison, qui malheureusement, quand elles arrivent chez nous,
ne possèdent aucune pièce d'identité. Si elles en possèdent, on a un peu quelques doutes sur la véracité. Et on a des doutes sur le document qu'elles nous présentent, sur l'authenticité. J'en ai été victime, non pas de vol d'argent spécifiquement, mais vous avez une nounou qui s'appelle, quand elle vient chez vous, elle s'appelle, encore une fois, je m'excuse, je ne voudrais pas ici stigmatiser qui que ce soit. C'est des exemples que je prends. Il y a une qui s'appelle Awa. Quand elle va dans une autre maison, elle s'appelle Aïcha. Et la même nounou, quand elle va dans une troisième maison, elle s'appelle Fatou, par exemple. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le personnel que nous avons dans nos maisons, généralement, nous ne savons même pas qui elles ont été avant d'arriver au Gabon. Il y en a qui ont commis des infractions terribles, il y en a qui ont commis des crimes ailleurs, mais elles arrivent et elles sont insérées directement dans nos maisons. Nous passons, la plupart de ceux qui ont des nounous passent la plupart de leur temps au travail. Sur les 10-11 heures de temps que nous sommes supposés passer avec nos enfants, généralement de façon de 8 heures jusqu'à 17 heures, 18 heures ou 19 heures, ce temps-là, il les passe avec les nounous, nos enfants. C'est vrai. Ce sont nos nounous qui inculquent une éducation à nos enfants. Mais faites le constat, vos enfants connaissent toutes les chansons de telenovelas. Vos enfants sont câblés sur des chaînes Trash TV parce qu'ils ne regardent que les programmes à l'image de la culture et de l'éducation de la nounou. Donc pour moi, c'est un véritable problème de société. Vous avez ces compatriotes qui se font voler de l'argent tout le temps et on est incapable de les retrouver. Elles sont là dans les... J'ai un frère qui en a été... Nous sommes incapables aujourd'hui de les retrouver. Incapables. Les nounous, elles font de nos enfants ce qu'elles en veulent. Hein. Vous êtes au boulot, vous arrivez, c'est comme je vous dis, en fonction de l'éducation qu'elles ont reçue. Si elle a été elles peuvent être à la fois la chicotte et ainsi de suite, si elle a été violente, c'est la même chose qu'elle va faire à nos enfants. De l'autre côté, je vous le disais, je ne suis pas xénophobe, je n'ai rien contre les communautés étrangères. De l'autre côté, il nous appartient à nous, Gabonais, de préserver la dignité humaine. Là encore, avant de faire la proposition de cette loi, chacune des nounous que j'ai reçues chez moi est passée par une interview. Sur 7, 5 étaient victimes d'esclavagisme. Elle travaille pour quelqu'un. L'entièreté, sinon les 90% de sa rémunération sont alloués à un passeur, celui qui a permis qu'elle traverse le Gabon. J'ai été outré par 2-3 histoires des jeunes demoiselles qui partaient, l'une partait du Togo, les deux autres partaient du Bénin. Partant du Bénin, elles ont traversé le Nigeria, puis le Cameroun, et puis dans les forêts, elles ont essayé de traverser pour rejoindre le Gabon. L'une d'entre elles, en allant à la plage avec les enfants un jour, elle est restée à 1000 lieues de la plage. Je ne comprenais pas pourquoi. En réalité, pendant la traversée, elle a perdu son frère jumeau. Leur pirogue avait chaviré. Et elle savait nager, mais son frère jumeau ne savait pas nager. Et je me suis dit, zut, il a fallu que je vienne à la plage pour comprendre que je vis avec quelqu'un de traumatisé. L'autre, dans la traversée, s'était faite violer. Elle venait au Gabon avec la promesse de connaître un avenir meilleur, parce qu'elle était très instruite, elle était très intelligente. C'est d'ailleurs elle qui aidait à faire les devoirs des enfants. Et quand elle me racontait son histoire, elle me dit que non, papa, j'ai été violée à plusieurs reprises entre les forêts du Cameroun et du Gabon, parce qu'elle est passée par les forêts. Ensuite, elle est arrivée par Coco-Biche. Vraiment, j'ai pas trop compris c'était quoi le circuit. Et lorsqu'on l'envoyait ici, sa marraine, comme elle les appelle, lui promettait qu'elle viendrait au Gabon pour poursuivre son éducation
et il y a une facilité de travail. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que c'était un leurre parce qu'elle doit travailler sur 5 ans pour pouvoir rembourser à la personne qui a payé son billet, pour pouvoir payer le passeur, parce que jusqu'à aujourd'hui, le passeur reçoit de l'argent. Donc, voyant tous ces faits, je me suis dit, mais ça devient pernicieux. Il y a un aspect économique. Nombre de nos compatriotes, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est 150, il y en a qui perçoivent jusqu'à 180 000 de salaire mensuel pour ce travail. Et je me suis dit, autant de manne financière ne peut pas échapper à nos compatriotes qui tous les jours se plaignent de ne pas avoir un emploi. Alors, qui se plaignent de la précarité, alors qu'il y a des niches qui leur sont proposées. Oui, ce n'est pas le meilleur travail qui soit. Personne ne dit que c'est définitif. Ça peut être pour un temps, on fait nounou et puis on économise de... Mais honorable, nous tous on regarde des films, y compris aux États-Unis, en Europe, les étudiantes, c'est le type de métier qu'elles font pour pouvoir ensuite payer leurs frais étudiants. C'est toujours mieux que de faire des placements. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est la triste réalité. Mais chez nous, on trouve encore ces boulots salissants. Et je me dis souvent, c'est dur de le dire, hein, je me dis souvent, les gens n'ont pas encore faim. Parce que quand on a faim, on court vers toutes les branches. On les attrape toutes au motif de vouloir réussir dans sa vie. Et je dis, quand je prends l'exemple de ces nounous, elles ne finissent pas leur carrière nounou. Regardez ces dames, après 10 ans, elles finissent par ouvrir un commerce. Elles font un commerce et ensuite elles se mettent dans l'immobilier et elles deviennent des manias de l'immobilier. Ce qui m'énerve avec ces dames, c'est que celle qui est venue en tant que nounou fera venir d'autres petites filles pour le même exercice. Ce que les Gabonaises ne feront pas. Une nounou qui est venue par bateau, a connu la dure vie, n'hésitera pas à faire venir une autre de ses sœurs en lui disant que mais moi j'ai pu vivre ça et je continue de survivre. Donc toi aussi passe par là. Donc je vous disais, il y a cet aspect économique que je voudrais également mettre en exergue et je me suis dit, par la loi, si les choses sont mieux encadrées, le traitement affligé aux domestiques pourrait être meilleur et peut-être ouvrir les portes à nos compatriotes. Moi, je vous le disais encore, de Mwanda où je viens, la quasi-totalité, j'étais dans une cité, la quasi-totalité des femmes de ménage, c'était mes tantes, c'était des parents, c'était des proches, c'était des Gabonaises et des Gabonais. Le jardinier qu'on avait, c'était un Gabonais. Et ça n'a jamais été salissant. J'en connais qui continuent de le faire. J'avais des grands-mères qui le faisaient. Donc, je me suis dit, mais pourquoi à l'intérieur, ça marche ainsi ? Mais arrivé à Libreville, nos jeunes sœurs sont peut-être socialement trop élevées et trouvent ces petits boulots rabaissants. Vous venez de le dire, ailleurs, on le fait. C'est un peu comme les fonctions de taxi. Aujourd'hui, les Gabonais commencent à comprendre la nécessité de repartir vers ces petits boulots. J'étais taximan, moi, quand j'étais étudiant en Afrique du Sud. Mais je n'attendais pas la bourse pour vivre. Je me suis acheté mes premiers véhicules parce que je faisais taxi. Nous étions 4-5 jeunes Gabonais qui le faisions. Au fur et à mesure que d'autres jeunes étudiants arrivaient, ils disaient « Ah, mais les caciques font taxi, nous aussi on va faire taxi ». Ça nous rapportait de gros sous. Vraiment, je ne manquais de rien à la fin du mois. Donc pour moi, il y a cet aspect économique sur lequel je voudrais insister, revoir nos compatriotes, se proposer ou, s'arracher ces petits boulots qui rapportent peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais qui rapportent mieux que les placements. Oui, c'est clair. Alors, si je résume bien, honorable, cette proposition de loi aura donc pour objectif de premièrement encadrer le secteur. Tout à fait. Deuxièmement, le valoriser un petit peu plus pour attirer peut-être les locaux. Ouais. Et troisièmement, offrir de la protection aux employeurs, donc les ménages. Et en dernier, redorer un peu l'image de notre pays qui, au final, est un petit peu comme le centre d'accueil des personnes sans papier et puis Enfin, c'est un peu comme à l'époque où on avait
le Gabon qui était le pays où il y avait beaucoup de jeunes qui marchaient dans la rue, qui travaillaient, qui vendaient des bonbons, qui aidaient des personnes et tout ça, et qui n'allaient pas à l'école. Voilà. Non, c'est exactement ça. Et c'est sur ce dernier argument surtout que j'ai envie d'insister parce que il y a quelques années, notre pays avait été pointé du doigt comme étant un pays récepteur. Voilà, c'est ça, un récepteur. De ces pratiques-là d'esclavagisme. Mais c'est purement de l'esclavagisme, Gina. Il n'y a pas d'autre terme. L'homme noir est devenu un véritable loup pour l'homme noir. On ne peut pas ainsi traiter nos frères africains. Nous, Gabonais, nous ne sommes pas responsables de la situation, mais directement. Mais en permettant... un peu comme les professeurs, on observe, on dirait... Voilà, en permettant l'emploi, nous sommes au courant de ce qui se fait, en permettant l'emploi de ces jeunes dames, nous contribuons à ce que le trafic d'êtres humains continue d'être... C'est un business rentable. C'est un business, mais je peux vous dire, si une nounou est payée à 150 000, elle ne va garder que 20 000 sur ces 150 000. Hein. Et c'est des petites filles de 15, 17, 18 ans. Et c'est grave. Donc, il faut que l'on arrive à lutter contre cette façon de faire. Vous avez également, on l'a encore dit, c'est toujours sur un aspect économique. Ça brise des foyers, ça brise des ménages gabonais. Vous faites vos économies à hauteur de plusieurs millions de francs CFA et une mal intentionnée dont vous n'avez aucune preuve de la moralité vient simplement dans votre ménage. 1 mois, 2 mois, elle localise l'argent et puis s'enfuit avec. Vous n'avez aucune possibilité de mettre la main sur elle. Elle disparaît dans la nature, pourtant là au Gabon, et elle le fait d'un ménage à l'autre. Honorable, rapidement, juste une question qui me vient. Du coup, quel est le circuit après que vous ayez émis une proposition de loi? Qu'est-ce qui se passe ensuite avant que peut-être elle soit validée et que nous, on puisse l'utiliser, si je peux le dire comme ça? Bon, elle suit la voie parlementaire. Donc, il y a un cheminement. Après que je la présente à l'Assemblée nationale, à la Commission de la Santé, elle est ensuite traitée en commission ad hoc. Donc, mes collègues font les modifications nécessaires, des ajustements. Ensuite, dans le même canal, elle va au Sénat où je serai également auditionné. Là-bas, ils font les modifications basées sur les modifications faites par l'Assemblée nationale. Ils y apportent des éléments. Si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, ils adoptent en l'état. Puis la proposition est envoyée ensuite au gouvernement, au président de la République, qui l'a fait entériner. Si la Cour constitutionnelle juge bien entendu de sa constitutionnalité. Génial. Ça c'était le petit cours pour toutes les personnes qui vont passer le bac et le BEPC bientôt. Prenez des notes. Mais au-delà de ça, on va revenir sur notre discussion honorable. Et autre chose que j'ai entendu, la population a souvent le sentiment que les députés ne les représentent pas vraiment et ne fournissent aucun travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi les Gabonais pensent ça? Je veux dire, aujourd'hui que vous êtes député, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi les Gabonais pensent ça? Et est-ce que c'est simple et évident d'être député au Gabon? Ah non, c'est pas simple. C'est pas toujours si évident d'être député. Si évident. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Gabon. Au vu de l'actualité, vous pouvez voir en France aujourd'hui avec la question de la retraite, comment les députés sont pris à partie et souvent incompris. L'incompréhension naît de plusieurs facteurs. Et le premier d'entre eux, c'est l'inculture que nous avons. On ne connaît pas et on ne comprend pas la fonction ou le rôle d'un député. Tout est confondu. Vous voyez, nous sommes attendus lorsqu'il s'agit des questions des routes, lorsqu'il s'agit des questions d'eau, d'électricité, lorsque dans le village, il y a un problème de courant, lorsque dans le village, il y a un problème d'école. Les députés aujourd'hui construisent des dispensaires. Les députés, ce sont eux qui doivent construire des corps de garde. Le député fait tout. Il se résume à la limite à l'activité des membres du gouvernement. C'est une inculture que l'on a développée, que l'on a entretenue. À l'époque, je ne sais pas comment ils y arrivaient, mais nos pères arrivaient à le faire.
Peut-être disposaient-ils de moyens assez importants, je n'en sais rien. Mais ils y arrivaient à le faire. Et c'est cette image-là que l'on a gardée du député. Il y a le fait que l'activité parlementaire n'est pas vulgarisée comme il se doit. Nous ne sommes que très peu de députés qui communiquent de façon régulière sur ce qui se fait au sein de l'Assemblée nationale. On a l'impression que ce qui se fait simplement à l'Assemblée nationale, c'est tout ce qu'on nous montre à la télé. Non, le travail du parlementaire est bien au-delà de ce peu de choses. Ce qui vous est montré à la télé, ce n'est peut-être que le 2/10 de ce que nous faisons en réalité. Comme je vous le disais, après la présentation de ma loi à l'Assemblée, elle va être traitée par les députés. Il va s'en suivre des discussions qui sont souvent houleuses, mais qui ne sont pas exposées aux populations. Il en va de même lorsque nous faisons l'analyse de la loi de finances, le débat d'orientation budgétaire. Mais c'est des débats qui sont alléchants, qui sont pertinents, et vous voyez toutes les colorations intervenir dans le même sens du bien-être des populations, intervenir pour le bien-être des populations. Ce n'est pas exposé à la télévision. Aucune communication n'est faite pour dire que les députés... après, c'est peut-être par éthique, je ne sais pas comment le dire, c'est peut-être parce que on ne veut pas exposer, nous, dans notre façon de faire, les palabres, c'est en interne, on ne veut pas forcément les exposer à la place publique, comme je vois dans d'autres pays où s'ensuit bagarre et j'en passe. Mais il y a des collègues, quand ils parlent, peu importe leur appartenance politique, quand ils parlent, vous vous dites « Ah, je ne savais pas que ça pouvait venir de lui. Vu son appartenance politique, je ne savais pas qu'il pouvait réprimander autant un membre du gouvernement. » Mais ce n'est pas divulgué. Donc on a l'impression que nous sommes une simple chambre d'enregistrement où on dit oui à tout. Et ce n'est pas le cas. À côté de ça, il y a que le député est incompris aussi parce que quelqu'un que vous avez envoyé vous représenter à l'Assemblée nationale, à l'issue d'un vote, à l'issue d'une élection, vous ne pouvez pas espérer que lorsqu'il est en train de siéger, il aille en contresens des idéologies qu'il vous a présentées au début. Si je suis député PDG, vous savez de quelle étiquette je suis. Vous ne pouvez pas espérer que lorsque j'agisse comme un indépendant, lorsqu'il y a un texte, j'agisse comme un indépendant ou comme un opposant ou comme... Non, mais c'est une triste réalité. Et ça, nos populations se le refusent d'accepter. Ce qui n'est pas logique. Le député se présente. C'est pour ça qu'on vous dit, moi par exemple en qualité d'indépendant, la loi m'interdit de changer mon statut au cours de l'année, au cours du mandat, auquel cas je serais contraint de repartir à une élection. Au seul motif de changer mon étiquette politique. Si je pars d'indépendant à une appartenance politique quelconque, je change, je repars à l'élection. C'est pour dire que l'idéologie du parlementaire est connue à l'élection. À mi-mandat, il ne peut pas aller à contresens de ce qu'il était lorsqu'il est venu demander les suffrages, oui. Mais ça, on se le refuse. On dit, oh non, mais lui, il fait ceci, il fait cela. Mais ce qu'il prévoyait faire, il vous l'a dit depuis le début. Je suis député PDG, mais entendez-le, j'irai dans le sens du gouvernement PDG. Je suis de la majorité, j'irai dans le sens du gouvernement PDG. Pareil. Je suis de l'opposition, mais vous ne me verrez jamais aller dans le sens du gouvernement PDG. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas être opposant et puis voter en faveur de tout ce que le PDG... Et vous, en tant qu'indépendant, vous avez la carte joker, vous balancez... Voilà, on a une liberté... Vous êtes un peu plus libre. Voilà, on a une petite liberté de temps, on a une liberté de verbe, on a une liberté d'action. Donc, c'est un petit avantage. Non pas que les autres ne l'aient pas, ils ont une liberté, mais la leur... Ils doivent respecter aussi leur... Voilà, c'est une liberté définie par la conduite proposée par leur mouvement politique.
Génial. Ben, honorable, on est arrivé au terme de notre conversation. Oui, malheureusement. Ça va faire près de 45 minutes que nous sommes ensemble. Je retiens une phrase que vous aviez dite lorsque vous faisiez votre campagne. Ouais. Vous disiez que pour la construction d'une nation forte, nous avons besoin de l'implication de toutes les filles et de tous les fils de ce pays, sans distinction aucune. Agissons par amour pour cette terre, osons ensemble. C'est cette phrase qui m'avait énormément marquée. Et le fait qu'aujourd'hui, en étant un jeune à l'Assemblée nationale qui sait bouger les choses, vous êtes non seulement pas une source d'inspiration pour moi, parce qu'au-delà de tout ceci, vous savez ce qui nous lie, mais vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes Gabonais. Et c'était très important que vous leur donniez une photographie de ce que vous faites à l'Assemblée nationale, de comment ça se passe et surtout du fait que ce soit possible. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ait dit au revoir? Gina, vous dire merci à vous et toute votre équipe, vous féliciter pour la qualité exceptionnelle du travail que vous faites toutes ces années durant. Ce n'est pas facile, c'est fort de critiques, mais instruire nos populations par vos voix ne doit jamais vous laisser penser que vous ne faites rien. Non, c'est un travail énorme. À l'endroit de mes compatriotes, je voudrais leur rappeler la nécessité d'œuvrer ensemble. Un seul doigt, comme le dit des adages bien connus de chez nous, ne peut pas laver le visage. Avec un doigt, on peut s'essuyer le front, mais il faut toute la paume pour se laver le corps. Œuvrons ensemble à l'édification de notre nation, filles comme garçons, hommes et femmes, vieux et vieilles, vieux et jeunes. C'est ensemble que nous y arrivons. Arrivent bientôt des élections politiques généralisées. Ne permettons pas de division, ne permettons pas cette haine inutile au motif de la gloire de certains hommes politiques. Favorisons l'amour, favorisons le vivre ensemble qui fait que la paix règne dans notre pays. Favorisons le devenir de notre nation par la solidarité de ses fils. Cette belle solidarité mise en exergue là durant ce décès tragique de nombre de nos compatriotes lors de ce naufrage. Favorisons le vivre ensemble parce que c'est de là, en réalité, que nous nous constituerons en véritable nation. Voilà, Gina, ce que je... Merci beaucoup. Merci, honorable. Chers auditeurs, c'était la fin de ce deuxième épisode. On va se retrouver très bientôt dans un autre épisode avec un invité que vous allez adorer, tout comme les deux précédents. Moi, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast si vous l'écoutez sur la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous pouvez aussi l'écouter sur Instagram, vous pouvez aussi l'écouter sur Facebook, mais aussi sur d'autres plateformes comme Spotify et sur Apple, où il sera bien entendu disponible. Moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, vous pouvez laisser plein de commentaires et de suggestions. Ce sera forcément pris en compte. On vous embrasse très fort et au revoir à tous.